savoir que tous les styles littéraires ont été inventés en Afrique. Et je vais tâcher de vous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants de chaque style. Il y a ce qu'on appelle les enseignements. Les enseignements, vous voyez, les sébaïtes, c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui, qui sont des textes plagiés dans la Bible, et notamment ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes de l'aveu du Vatican aujourd'hui, qui a perdu beaucoup de procès, ils ont fait un document dans lequel ils ont avoué avoir copié les textes des Africains de l'Antiquité pour rédiger les textes bibliques. Nous allons y revenir. Il y a ce qu'on appelle les fables. Les fables, ce sont des textes qui ont pour vocation d'expliquer les enseignements. C'est-à-dire, l'enseignement dit qu'il faut ou ne pas faire quelque chose, et la fable raconte une histoire où, dans la situation, la personne va faire le contraire et on va voir ce qui va lui arriver. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est un texte qui met en situation la thématique de la sagesse. Par exemple, si la sagesse portait sur l'amour de ses parents, on va avoir une fable qui va mettre en relation un personnage confronté à l'amour de ses parents. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le conte. D'accord? Donc, tout ça, c'était des gens qu'on qualifie comme prêtres en Afrique ancienne qui étaient chargés de ces choses-là. Parce qu'il y avait une éthique, d'accord? Il y avait une éthique liée à la transmission des savoirs. Il y a ce qu'on appelle le conte. Le conte, c'est ce qu'on appelle aussi le discours, l'intention ra, vous voyez, avec la bouche. Et ce conte-là, il a pour vocation de transmettre les idéaux culturels et moraux de la civilisation. D'accord? Donc le conte, et aussi de transmettre les savoir-faire, tels que les plantes médicinales ou, je dirais, un comportement à avoir dans certaines situations, qui est le comportement de l'éthique de cette civilisation. Il y a aussi ce qu'on appelle les historiens. L'Afrique a inventé le métier d'historien. On a même une divinité de l'histoire, qui est la déesse Séchat, d'accord? Qui est la déesse des mémoires, des annales historiques. Donc, vous voyez, donc, Sedjet, c'est ce qu'on appelle le récit, l'histoire, ce qui s'est passé, ce qui est dit et rapporté par les historiens, d'accord? Donc, ces textes-là, donc ce texte a pour vocation de vitaliser les œuvres des grands personnages, tels que Pharaon, ou tel Premier ministre, ou tel dignitaire, ou le chef des armées. Vous voyez? Donc, c'est son rôle. Parce que l'histoire, en s'appuyant sur un personnage, doit susciter des qualités morales aussi, et je dirais l'amour de la patrie en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle aussi le mythe. Le mythe, c'est ce qu'on retrouve dans les médiat Netcher, ou les Netcher médiat, c'est-à-dire les livres saints. C'est ce qui donne à l'humain de cette civilisation son lien direct avec le créateur de l'univers. C'est-à-dire, c'est sa dimension divine. C'est ce qu'on appelle les textes sacrés. D'accord? Donc, c'est le lien divin de l'individu avec la divinité. D'accord? Le lien divin de tout individu avec la divinité. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la poésie. D'accord? Médiat, oui, il y a la poésie, vous voyez, il y a ce qu'on appelle médiat, ce sont les paroles, mais la chose, c'est qu'on donne à ces paroles une force énergétique par la dimension poétique de la parole qui va enflammer les émotions. D'accord? C'est ça la poésie. C'est-à-dire, on cherche à enflammer les émotions humaines. Hein, on peut écouter un texte, avoir les larmes aux yeux. Donc, vous voyez, l'Afrique a inventé tout ça. Il n'y a pas de texte plus ancien que le texte de ces personnages, de ces gens qui sont nos ancêtres. On a inventé les enseignements, la sébaïte, les sagesses qu'on retrouve dans la Bible. Je vais vous montrer des exemples. On a inventé la notion de fable, d'accord? Donc, pour mettre l'enseignement en situation. On a inventé le conte pour transmettre des idéaux moraux et culturels. On a inventé aussi le test historique avec une divinité des annales historiques, la déesse Séchat. On a inventé le mythe avec les récits qui sont devenus bibliques aujourd'hui, mais qui étaient des récits initiatiques, d'accord? Le mythe initiatique, c'est important pour nous de bien avoir à l'esprit que notre tradition, elle est initiatique, et la poésie. Donc, du coup, voyez-vous,
la chose qu'on constate, c'est qu'au départ, sur le plan du conte, donc de la fable, nous avions le Hemnetcher, qui est le grand prêtre, qui va parler des valeurs humaines à travers la mise en scène d'histoires ayant attrait à des personnages, mais qui sont des animaux. Et toute la tradition de l'Égypte, c'est ça. Quand on veut transmettre les valeurs morales aux jeunes générations, on a recours à une mise en situation d'animaux et d'insectes, mais ces animaux, ces insectes représentent en réalité des humains. Donc, c'est pour ça que la nature humaine va être accolée à certains comportements d'animaux. Et donc, ces comportements d'animaux vont être mis en situation dans une histoire qui a pour vocation de faire en sorte que l'idéal moral soit véhiculé. Et c'est ce que, par la suite, Ésope a repris. Et Ésope, ce fameux Ésope, donc, qui est lié à la tradition africaine, lorsqu'il a repris les contes de ses ancêtres, et il y en avait beaucoup, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, donc les gens passaient pratiquement toutes les nuits à raconter des contes, c'est lui qui a repris un conte ancien qu'on appelle le corbeau et le renard. D'accord? Le corbeau et le renard. Et vous allez voir après Jean de La Fontaine, qui va apparaître avec le même texte, le corbeau et le renard, il va juste faire une petite nuance. Voyez? C'est-à-dire que dans le récit d'Ésope, le corbeau parle de mou de viande, et dans le récit de La Fontaine, le renard parle d'un fromage. Mais c'est tout. Le reste, vous allez voir, donc c'est la même chose. Ensuite, il y a les frères Grimm. Donc les frères Grimm qui se sont intéressés aux mythes et histoires de l'Antiquité et qui ont repris beaucoup d'histoires, en fait, anciennes venant de l'Afrique, et qu'ils ont recyclées. Donc, par exemple, nous allons voir le conte de Cendrillon, et vous allez comprendre comment autrefois le conte de Cendrillon était un conte africain. Et ce conte africain s'est retrouvé, en fait, dans les histoires européennes par l'entremise des Grecs et des Romains. Bon. Et puis, on ne peut pas oublier non plus Walt Disney avec Mickey Mouse. Donc là, c'est du plagiat de haut vol. Ça, il faut le savoir. Et la chose, parce que ces gens-là n'aiment pas spécialement la couleur noire, mais ils prennent une souris qui est noire. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Donc, ça dévoile la source aussi. Mais là, pratiquement, je dirais, 60 à 70% des dessins animés de Walt Disney ont un lien avec l'Égypte. Et nous allons prendre le cas du roi lion. Nous allons prendre le cas du roi lion. Vous allez voir, à travers la problématique du roi lion, vous allez voir qu'en fait, donc, tout cela a la source et a été irrigué à la source de l'Afrique. Donc, voyez, en 3000 de l'ère ancienne, nos ancêtres ont commencé à raconter des contes. Vers 600, ils ont commencé à se retrouver en lien avec d'autres civilisations. Et c'est ces civilisations-là qui ont diffusé à travers le monde, y compris le monde arabe, le monde juif et le monde occidental, comme l'avoue et le dit clairement et fièrement l'UNESCO, dans ses annales de l'histoire de l'humanité, l'UNESCO dit de ne pas oublier que les contes, même les contes arabes, viennent de l'Égypte antique. Bon, au XVIe siècle, Jean de La Fontaine reprend le travail d'Ésope, mais il ne cache pas sa source, d'accord, puisqu'il a avoué avoir repris et plagié beaucoup d'histoires d'Ésope. Les frères Grimm, qui, eux, ont besoin d'écrire des livres de contes pour les enfants, eh bien, vont s'emparer des contes des sédentaires pour donner aux descendants des nomades des contes qui ne font pas partie de leur environnement culturel. Vous vous rendez compte que le travail a été tellement bien fait qu'aujourd'hui, un enfant noir penserait que Cendrillon vient des Blancs, alors que Cendrillon vient des Africains. Et pareil pour le roi lion. Donc, nous en sommes là, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un tel niveau de falsification de l'histoire de l'humanité que nos enfants n'ont même plus conscience que toutes ces histoires-là viennent du monde africain. D'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. Et donc, si nous prenons par exemple le plagiat des Sébaïdes Kamites, prenons un exemple très simple. Vous prenez la Bible Tob, d'accord? Cette fameuse Bible Tob à la page 21.
vous lisez des choses qui sont très importantes. En racontant l'origine du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques sapientaux ou liturgiques de Sumer, c'est la civilisation des Noirs élamites. De Babylone, c'est la civilisation des Noirs chaldéens qui venaient d'Égypte. De Thèbes, c'est la civilisation des Noirs égyptiens. D'Ougarit, c'est la civilisation des Noirs cananéens, bien des points communs. Les écrivains bibliques, c'est-à-dire les Juifs, loin d'être de serviles imitateurs, voyez, de serviles imitateurs, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Ça veut dire qu'ils ont pris des histoires dans un peuple sédentaire et ils les ont adaptées à un peuple nomade, patriarcal et irrespectueux envers les femmes. Alors que nous, on avait des femmes qui étaient reines, on avait des femmes qui étaient papes, on avait des femmes qui étaient générales en chef de l'armée, on avait des femmes qui étaient patrons de l'ordre des médecins. Nous avions des femmes à tous les postes. Mais ils ont repris nos textes et ils ont enlevé, et des fois même des textes écrits par des femmes, où le personnage est une femme, le texte a été affecté à un homme, alors que l'histoire concernait une femme. C'est pour vous dire ce qui s'est passé. Bon. Et le texte rajoute, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste, qui est une escroquerie intellectuelle, il faut le dire, dans ce cadre-là. Bon, il reste que la comparaison entre le texte biblique et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manquent pas d'intérêt. Sauf que la Bible ne vous donne pas les textes avec lesquels il faut comparer les textes bibliques. Ils ne sont pas fous. Vous voyez, ils ne sont pas fous. Ils vous disent, oui, nous avons constaté qu'il y a un plagiat, ben débrouillez-vous pour trouver le texte. Mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas de Moïse, ce n'est pas d'Abraham. Ces récits-là, ça ne concerne ni Moïse parce que le fait s'était déjà déroulé avant Moïse, avant Abraham, avant tous ces gens-là. Donc,